Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans le 23h. Voici les titres de ce journal. Le vice-président de la République est rentré hier nuit de Kigali au Rwanda. Il y était pour représenter le président Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Je vous inviterai dans l'univers des colonies de vacances, cette activité très prisée des jeunes et des tout-petits. Qui peut organiser un tel voyage? Quels avantages réels pour les enfants? Les réponses dans une vingtaine de minutes. Le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de l'amitié Armée-Nation a été donné ce samedi matin à l'école de gendarmerie en présence du ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité, représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Daniel Kablan-Duncan est rentré hier nuit de Kigali, la capitale rwandaise. Le vice-président y était pour représenter le président Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité et plusieurs membres du gouvernement. Le vice-président a tout de suite fait le point de sa mission au Rwanda. Ses propos sont recueillis par Mahama Traoré. On l'écoute. Il va y avoir un renforcement important de la coopération entre les deux pays. Vous savez d'ailleurs que le vol rwandais fait déjà la navette entre Kigali et Abidjan. Et il y a beaucoup de domaines de coopération sur lesquels la grande commission mixte pourra donc travailler, notamment dans le domaine agricole, le domaine de la salubrité, le domaine des TIC, etc. Ces questions vont permettre donc de renforcer la coopération entre ces deux pays, qui sont des pays phares actuellement au niveau donc de l'Afrique. Et je crois que cette coopération va profiter donc aux deux pays, aux deux peuples. Donc ça a été une mission qui a été très importante et nous avons été très très bien accueillis et nous retenons d'excellentes leçons pour aider le président Ouattara dans la tâche importante qui vient pour la Côte d'Ivoire, puisque ces deux pays ont la même ambition d'aller à l'émergence rapidement. Et je pense que cette coopération va permettre aux uns et aux autres de tirer profit des forces de chacun donc des deux pays. 12 jeunes candidats à la création d'entreprises ont reçu leur parchemin mercredi dernier. C'était au terme d'une formation de 6 semaines à eux donnée par un accélérateur de start-up. Ces 12 jeunes futurs entrepreneurs ont donc reçu leur diplôme après avoir présenté leur projet. C'était lors d'une cérémonie organisée dans la commune du Plateau par la coordination des maires d'Abidjan, elle-même initiatrice du programme de formation. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Ils étaient 64 jeunes au départ à aspirer au statut d'entrepreneur. 12 parmi eux ont été finalement retenus pour participer au projet d'accélérateur de start-up initié par la coordination des maires d'Abidjan. Tous les maires se sont associés à ce projet dans le souci d'apporter des solutions aux problèmes de l'emploi des jeunes. Au-delà de cette initiative particulière, les projets innovants et riches ont valeur d'exemplarité. Ils illustrent très concrètement qu'il est possible d'obtenir d'excellents résultats en matière d'insertion des jeunes. Les 12 jeunes ont présenté leur projet avec les innovations qu'ils pourraient introduire sur le marché. À ce jeu, c'est le projet de Daniel Denji proposant une application mobile permettant d'avoir la liste des pharmacies de garde ainsi que les prix des médicaments qui a remporté le premier prix. Aujourd'hui, l'application cumule plus de 90 000 téléchargements. Depuis 2015, elle est sur le marché. Ça fait 2 ans maintenant qu'elle est là. Ce qu'on aimerait, c'est avoir des soutiens pour nous permettre de faire la promotion. Jusque-là, les porteurs de projets se rendaient directement dans les mairies avec les idées de projet et récupéraient de l'argent pour certains. Et après, c'était un peu compliqué pour savoir ce qu'ils en faisaient. Mais grâce à cet accélérateur que nous avons mis en place, on passe d'abord dans une première étape de reformulation du projet avant de passer à un accompagnement. Pour aider cette graine d'entrepreneurs à prospérer, la coordination des maires d'Abidjan a signé une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les jeunes porteurs de projets bénéficieront durant leur parcours de l'encadrement des chefs d'entreprise aguerris.
Ouvrons à présent la page politique de ce journal. Le 3e congrès du RDR est prévu pour les 9 et 10 septembre prochains. En prélude à ce rassemblement que les Républicains veulent historique, les femmes du parti se sont retrouvées ce samedi au Palais de la Culture de Treichville. Elles ont exprimé tout leur soutien au gouvernement et au chef de l'État. Le compte-rendu de Gabriel Zani. À 3 semaines du 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains RDR, le congrès de la maturité, des milliers de femmes du parti ont démontré leur attachement à la famille républicaine. Et ce rassemblement sonne pour toutes ces femmes comme un rappel des troupes. Ce congrès, il est historique. C'est un congrès pour faire notre bilan en tant que parti politique, mais ce sera aussi l'occasion pour faire le bilan du RDR au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas qu'une seule femme du RDR rate ce rendez-vous. En présence des hauts responsables du RDR, ces femmes ont exprimé leur reconnaissance et soutien au président de la République. Et si ce rassemblement était un test de mobilisation avant la tenue du congrès le 9 et 10 septembre prochain, le pari est réussi. Alors que nous organisions juste un meeting de sensibilisation, voilà que vous faites la démonstration de ce que c'est que être femme du RDR. Parce que c'est le lieu de faire valoir ce que vous attendez. Mais je voudrais pour ma part vous dire, tout ce que vous avez dit au pré-congrès sera repris au congrès. Un rassemblement républicain qui ne peut se faire sans le rappel des valeurs de l'oufouettisme. Amadou Soumaoro l'a fait pour inviter la coalition du RADP à l'Union à l'effet de construire une entité politique plus forte et conquérante. À tous les partis membres du RHDP, aux héritiers de Feu Boigny, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Je voudrais demander aux femmes du RHDP de se mettre debout et d'appeler tous leurs frères et toutes leurs sœurs au rassemblement autour de nos chefs, parce que nous sommes dans le même bateau. Le prochain congrès du Rassemblement des Républicains promet d'être une démonstration de force du parti et les femmes républicaines veulent avoir le premier rôle. Et ces femmes du Rassemblement des Républicains font de la mobilisation de ce jour. Elles sont fières. Elles ont réitéré leur soutien au chef de l'État. Tour d'horizon de quelques réactions. Ce meeting était important dans la mesure où c'était l'occasion pour les femmes républicaines de se mobiliser, de démontrer qu'elles étaient avec le président Alassane Ouattara hier, elles sont avec le président Alassane Ouattara aujourd'hui et demain elles seront encore avec le président Ouattara au congrès du Rassemblement des Républicains. Ce meeting pour nous sonne la mobilisation des femmes de Côte d'Ivoire, parce que nous devions démontrer à la face du monde entier que l'homme Alassane Ouattara, nous l'aimons et que nous le supportons et que nous sommes avec lui pour le soutenir jusqu'à la fin de son deuxième mandat. Ce rassemblement de femmes du RDR représente pour nous une remobilisation de nos femmes pour que le jour de notre congrès, le grand public du RDR soit au rendez-vous. Le 3e congrès, nous sommes très prêts. Ça sera une mobilisation exceptionnelle des femmes républicaines de Côte d'Ivoire, de sorte que le président de la République sache qu'il a des gens, des femmes dynamiques, dignes de ce nom qui sont derrière. Un mot de santé dans ce journal. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de se doter d'un centre des opérations d'urgence de santé publique. Il prend en charge un programme complet de préparation, de planification et de renforcement des capacités afin de faire face aux problèmes de santé publique. Chantal Akandan. Au sein de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, se trouve le centre des opérations d'urgence de santé publique. Quel est le rôle véritable de cette structure? Le centre des opérations d'urgence est une structure qui a pour mission essentielle la coordination opérationnelle de la gestion des événements et une urgence de santé publique. Ce centre est un outil de lutte contre les urgences sanitaires. Pour tester sa capacité opérationnelle, un exercice de simulation d'urgence en santé publique y a été organisé.
Docteur Koulibaly Daouda restitue les résultats de cet exercice de simulation. Nous sommes informés de ce qu'une épidémie de fièvre jaune sévit à Grand Bassam et s'est propagée à Nyama, Port-Boué, Bonois. On a une centaine de cas, une dizaine de décès. Nous sommes alertés comment nous faisons face. Il y a la prise en charge des cas, elle doit être rapide, gratuite. Il y a la confirmation de l'épidémie, les prélèvements acheminés à l'Institut Pasteur. Comment acquérir rapidement les vaccins, la lutte antivectorielle, comment les démoustiquer, parce que la fièvre jaune, c'est aussi comme la dengue. Et on a essayé de les mettre en situation. On a par exemple appelé le directeur de la banque de sang. Est-ce qu'en urgence, on peut nous trouver rapidement des poches de sang? Oui. Ils ne savaient pas que c'était un exercice, mais ils ont répondu. Le gouvernement américain apporte son expertise au bon fonctionnement de cette structure. Désormais, il faut compter avec le COUPS dans le cadre de la gestion des événements et urgences sanitaires. Une équipe professionnelle est engagée à riposter aux menaces épidémiologiques de notre pays. Et plusieurs équipes d'intervention rapide ont été également mises en place dans nos régions sanitaires. Rendons-nous dans le Tongpoui pour toujours parler santé. Dans cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, elles sont nombreuses ces personnes souffrant de hernie et de cataracte. Grâce à une mission de santé française, plusieurs de ces malades viennent de subir des interventions chirurgicales. On reste avec Chantal Akandan. Dans plusieurs villages de l'ouest de la Côte d'Ivoire, des cas de maladies ont été recensés, notamment les fistules, la hernie et la cataracte. C'est donc pour soulager ces personnes malades que la mission de santé française a visité plusieurs villages du Tongpoui, comme ici à Gouékangouiné, situé dans la sous-préfecture de Bogouiné. Pour permettre à certains patients d'être opérés, donc on a choisi des hernies et on commence aussi la cataracte. On a essayé de prioriser cette année les enfants qui souffrent du coup, parce qu'ici c'est un handicap, ça les empêche aussi d'aller à l'école. Donc on a essayé cette année de faire 5 enfants et 5 adultes, et plus une personne pour la cataracte. L'équipe française, avec l'appui de la diaspora du Tongpoui, est donc venue soulager ces personnes. Tous les malades ont été pris en charge gratuitement à travers une intervention chirurgicale au CHR de Mans, avec la collaboration des médecins de l'hôpital. La hernie, c'est un peu partout en Côte d'Ivoire. Bon, si on prend le cas spécifique des enfants, la plupart du temps, c'est à la naissance. C'est un défaut de fermeture de la paroi. Maintenant, pour les grandes personnes, la plupart du temps, c'est lié aux travaux. Bon, et le nombre de patients va en augmentant de 2, 4, aujourd'hui on est à 10. C'est une bonne initiative que l'entreprise, puisque ça s'étend à d'autres domaines au niveau de la santé. Cette mission de santé française n'est pas à sa première opération dans la région du Tongpoui. De premières missions ont déjà permis de soulager plusieurs malades. Cette opération est à l'initiative de l'ONG Logoualé Demain, conduite par sa présidente Marceline Bonsoeur. Elle entend répéter cette action l'année prochaine. Venons-en maintenant à cette activité du réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire. Il vient de présenter son plan d'action 2017. Il est question d'insuffler une nouvelle dynamique au réseau, lui permettre de contribuer à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Fidèle Aigné et Chantal Akandan. Les femmes journalistes et professionnelles de la communication, réunies en réseau avec l'appui de ONU Femmes, veulent insuffler une nouvelle dynamique à la lutte pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pour mieux coordonner leurs actions afin d'être efficaces sur le terrain, un atelier de planification stratégique de leurs activités est initié. Il s'agit pour nous de participer à travers les contenus médiatiques à construire une société égalitaire et équitable pour que notre pays soit effectivement un pays émergent de manière égalitaire. ONU Femmes, dans sa vision et dans sa stratégie, veut pouvoir arriver à réduire les inégalités et permettre une égalité des hommes et des femmes. Au cours de cet atelier, les femmes journalistes ont été appelées à faire la promotion à travers leurs écrits d'une image positive de la femme afin de lutter contre les stéréotypes. Ça permet de pouvoir déjà commencer à s'intéresser aux femmes et à essayer de mettre en lumière les problèmes auxquels elles sont confrontées. Et parce que c'est que par la presse que les décideurs peuvent apprendre. Mais si nous,
les femmes journalistes, nous n'arrivons pas à identifier quel est le véritable problème et le besoin des femmes. Je crois que là aussi, ce sera un frein pour le développement. Le ministère de la Femme et de la Solidarité dit attendre beaucoup de cet atelier. Rien ne peut être fait aujourd'hui efficacement dans le domaine de la promotion de la femme sans la communication et sans une bonne communication. Et une bonne communication ne peut être faite que par les femmes professionnelles des médias elles-mêmes. Le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication de Côte d'Ivoire a été créé pour garantir les droits et les besoins des femmes à être informées et entendues. Je vous invite à présent en colonie de vacances, une activité très prisée des jeunes et aussi des plus petits. Cette année, plus d'une trentaine de colonies de vacances sont organisées en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons ce soir de faire une incursion dans l'organisation de cette activité de vacances. Qui peut organiser un voyage? Quelles sont les conditions pour le faire et quels avantages réels pour les enfants? Élément de réponse avec Astou Touré. Après 2 semaines passées au Ghana, c'est le retour de la colonie. Le car affrété pour la circonstance gare au lieu indiqué afin que les parents viennent chercher leur progéniture. L'ambiance est bonne enfant. Pendant 2 semaines, vraiment, la maison était vide. Ils nous ont manqué les cris, les questions. Bon, les retrouvailles sont bonnes. Lorsqu'arrive le moment de la séparation, encadreurs et enfants se serrent les uns contre les autres. C'est l'émotion. J'ai gagné plein d'amis, mais c'était bien là-bas. J'ai encore envie de retourner là-bas. Tout comme le camp, le club, les ateliers de vacances, les voyages d'études et de découvertes, la colonie de vacances fait partie des activités socio-éducatives. Cette activité désigne l'ensemble des opérations organisées et menées dans le cadre de la socialisation et de l'épanouissement intégral de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune. L'objectif est d'apporter un complément à l'éducation formelle de l'enfant et de contribuer à son développement physique, psycho-affectif, intellectuel, moral et spirituel. On a dansé, on a joué, on a fait beaucoup d'activités, on a fait du sport. On faisait des sorties à Accra, à la piscine, c'était vraiment cool. Je peux entretenir maintenant une relation avec quelqu'un en anglais, je peux bien parler. J'essaie de demander certains trucs, par exemple le prix de quelque chose. Je peux dire how much, ou bien si je demande par exemple, il y a combien de trucs dedans, how many. En colonie, il y a l'éducation. Il faut savoir faire le lit, il faut savoir faire beaucoup de choses, débarrasser la table, parce qu'il y a des enfants quand ils viennent, ils n'ont pas ce savoir. Mais on n'accuse pas les parents. Souvent, nos enfants, on a tous des enfants, hein, ils sont des chouchous. Donc quand l'enfant vient, il faut savoir, il faut lui apprendre. Honorine est organisatrice de colonies. Elle en fait 2 ou 3 fois par an. Avec elle, une poignée d'animateurs pour l'encadrement des enfants. Cette activité pour elle est une passion qu'elle développe depuis 10 ans. Mes propres enfants, je suis partie avec eux pour la première fois. Et puis quand j'ai perdu mon emploi dans une compagnie d'assurance, j'ai eu comme ça l'idée d'organiser une colonie, de partir avec des enfants. Pour les encadreurs, chaque voyage est une nouvelle expérience, un nouveau challenge. D'abord, quand les enfants arrivent, le premier jour, c'est triste. Mais à nous d'abord de pouvoir s'égayer, de pouvoir égayer les enfants. Et en 2 jours, ça passe. Et l'enfant, il rentre dans le bateau, il est vraiment égayé, il refuse même de rentrer en famille. Des prestations appréciées par bon nombre de parents qui se disent prêts à débourser au moins 300 000 francs CFA par enfant, sans compter l'argent de poche pour satisfaire leur progéniture. Au regard du coût, les colonies de vacances semblent ne pas être à la portée de tous les enfants. Les mamans m'ont dit que ça s'est bien passé. Je vois que lui, il a envie de repartir. Comme on veut faire plaisir à un enfant, si on n'a pas les moyens, on est obligé de se limiter. Bon, là, c'est dans nos moyens. Pour aider les familles les moins nantis, le ministère des Sports et des Loisirs et celui en charge de la jeunesse organisent des journées récréatives pour égayer les enfants de milieux défavorisés. Le centre aérien d'État consiste à organiser une sorte de colonie de vacances dans une localité, mais à la différence, c'est-à-dire au lieu de recenser les enfants venant de plusieurs villes qui séjournent là-bas pendant 2 ou 3 semaines, dans le centre aérien d'État, ce sont les enfants d'une localité choisie qui sont sélectionnés. Par exemple, cette année, nous serons à Yamoussoukro. La colonie d'État, elle est initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Et malheureusement, cette année, nous n'avons pas de colonie d'État. Les enfants sont choisis
selon le mérite. Il y a des années où on a primé l'excellence, ou bien on a primé, ou bien on a mis en avant les enfants qui n'ont pas de moyens. L'organisation d'une colonie de vacances est conditionnée par l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Il faut d'abord être de bonne moralité, parce que ce sont des enfants. Il faut avoir l'amour des enfants aussi, parce que même si on a fait une équipe, mais déjà le promoteur, il faut qu'il ait cet amour pour les enfants pour pouvoir organiser. Il faut nous fournir un projet éducatif. Le projet éducatif décrit déjà toutes les attentes de la structure. Il faut que le centre qui va recevoir les enfants ait des aires de jeu, parce que quand on parle d'enfants, il faut mener des activités avec eux. On va demander la liste des enfants, le sexe, et puis pour pouvoir leur affecter une équipe. L'équipe d'encadrement, ce sont des encadreurs qui sont formés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce stage se déroule en général pendant les congés de Pâques, sur 5 à 6 jours, pour leur inculquer les méthodes d'animation au centre de vacances. Selon le ministère en charge de la jeunesse, plus de 30 colonies sont organisées chaque année. Mais malheureusement, toutes ne respectent pas les cahiers de charges. En pareille situation, il leur est simplement retiré l'agrément. Reportage signé Astou Touré. Après la colonie de vacances, parlons à présent culture. Face à sa disparition, dans le département de Konaïri, le peuple Ouan, dépositaire et précurseur du masque Goli, veut valoriser et montrer aux yeux du monde culturel sa paternité de la danse Goli. Il est désormais initié à un concours annuel du Goli, mettant les 14 villages Ouan en compétition. C'est un rendez-vous culturel qui vise à sauvegarder et promouvoir cette danse. Reportage Soro Corona, Kwadio Kwame, RTI Boaké. Le Goli, masque sacré, fait partie des danses traditionnelles du riche patrimoine culturel ivoirien. Dansé par le peuple baoulé, le Goli est une danse d'origine ouan. Chez le ouan, le Goli est un masque protecteur qui ne sort qu'aux grandes occasions, lors des funérailles d'un dépositaire de masques ou pour conjurer un mauvais sort dans le village. C'est autour des années 1900 que les Kodais, sous-groupe du peuple baoulé, voisins des Ouans, vont emprunter la danse après plusieurs stages en pays ouan pour mieux maîtriser les pas de danse et les chansons. Aujourd'hui, cette danse est mieux pratiquée par le peuple baoulé. Pour reprendre la paternité du Goli, le peuple ouan a créé une plateforme de valorisation et de promotion du Goli. Nous sommes en train de voir et mettre en exergue un Goli original. Nous avons voulu que ces 14 villages-là viennent exposer leurs talents. C'est une manière pour nous que le peuple ouan, dans son intégrité, puisse se retrouver pour proclamer haut et fort la paternité du Goli. Un concours annuel du Goli est donc organisé, mettant en compétition les 14 villages ouan du département de Konaïri. Ce rendez-vous culturel annuel est une occasion pour les filles et fils ouan de venir apprendre les pas de danse et les chansons du Goli. Du côté d'Adiaké, il existe aussi l'Abada Festival pour la valorisation du patrimoine culturel bétibé. Les peuples éotilés et leurs alliés communient à l'occasion. Là, les festivités se tiennent autour d'un tambour centenaire. Ce tambour singulier rythme la commémoration qui marque à la fois la nouvelle année et un hommage aux ancêtres. Les précisions de Serge Coléa. Voici le tambour centenaire, sculpté en 1834 par les membres de 5 familles bétibé. C'est lui qui symbolise l'Abada, cette danse de réjouissance annonçant la nouvelle année au royaume bétibé. C'est la nouvelle année. Nous sommes venus nous requinquer pour affronter la vie. Après 3 jours de festivités, l'Abada entonne l'Andokissi, le chant introductif. Le roi, vêtu de tous ses attributs, communie avec son peuple. Nana Ngbenji II donne à l'occasion la ligne de conduite à suivre pour les 12 prochains mois.
L'Abada Festival est un héritage ancestral devenu l'ancrage des Bétibés. C'est notre première richesse à plusieurs regards. D'abord au plan touristique. Vous savez que ce que le touriste veut voir d'abord, c'est la force de la culture de la région qu'il visite. L'Abada Festival, c'est la célébration de la culture. La culture dans sa beauté, dans sa diversité, et la culture comme un élément qui nourrit les peuples. L'Abada comprend 15 chansons. Au son retentissant de chacune d'elles, femmes, hommes, jeunes et vieux font allégeance au souverain et magnifient le patrimoine culturel Bétibé. L'actualité internationale en bref et en images. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et chef du parti au pouvoir, Salifou Diallo, est décédé ce samedi 19 août à Paris en France à l'âge de 60 ans. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement burkinabé sans préciser les circonstances du décès. Salifou Diallo était un personnage clé de la vie politique burkinabé. Il fut ministre dans différents gouvernements depuis le début des années 90. Au Mali, dans une adresse solennelle à ses compatriotes dans la nuit de vendredi à samedi, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de surseoir au référendum sur le projet de révision sur la nouvelle constitution. Sur la question, deux camps, partisans et opposants de la révision constitutionnelle, se défiaient de plus en plus ouvertement. Plus question donc, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, d'organiser un référendum sur le projet de nouvelle constitution. Reformons ce journal avec un mot de sport. Les éléphants locaux se qualifient pour le championnat d'Afrique des Nations après leur victoire 1-0 MENA face au MENA du Niger. Une victoire qui permet à la Côte d'Ivoire d'être au rendez-vous de la phase finale du CHAN 2018 prévue au Kenya. Le résumé de la rencontre avec nos confrères de RTI Sport. Battus 1-2 à Niamey, les éléphants locaux se devaient de réagir et la réaction a bien eu lieu. Une qualification acquise dans la douleur, d'autant plus qu'elle a mis du temps à se dessiner, mais les poulains de Kamara Ibrahim ont fait preuve de patience. Gênés considérablement par l'impact physique des Nigériens et de nombreux arrêts de jeu qu'ils ont provoqués suite à des blessures imaginaires en vue de grappiller des minutes. Les éléphants ont finalement obtenu gain de cause dans les ultimes instants de la partie. Sur un corner, Sila Bonfa délivre les siens en inscrivant l'unique but du match. Grâce à cette victoire et au but marqué à l'extérieur, la Côte d'Ivoire accède à la phase finale du CHAN 2018 prévue au Kenya. Le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de l'amitié Armée-Nation a été aussi donné ce samedi. C'était à l'École nationale de gendarmerie d'Abidjan. On retrouve nos journalistes sportifs. L'École nationale de la gendarmerie a connu son ambiance des grands jours grâce au tournoi de l'amitié Armée-Nation. Les troupes issues des écoles des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes, des eaux et forêts, de la police maritime ont répondu massivement à l'appel de leurs supérieurs et des organisateurs au cours de la première journée. Entouré du ministre des Cultes, Yao Noël, du général de division des armées Touré Sekou et du général de brigade, commandant supérieur de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a donné le coup d'envoi de cette compétition. Les gendarmes, les militaires, vous êtes autorisés à sourire pendant ce tournoi, à vous embrasser les uns les autres pendant ce tournoi. Et aux autres équipes civiles, ne soyez pas crispés. Libérez-vous, c'est l'amitié, c'est la fraternité, c'est la cohésion, c'est le rapprochement, c'est la Côte d'Ivoire unie, la Côte d'Ivoire qui s'embrasse. Nous souhaitons que ce tournoi se déroule dans un parfait esprit de fair play. L'École nationale de gendarmerie en rouge a infligé une correction à l'équipe de la presse sportive en bleu, sur le score sans appel de 8-0. Pour terminer, la police nationale, à travers Kone Bakari, ex-gardien de but de la SEC Mimosa, a ajouté une touche particulière à cette cérémonie, grâce à une séance de fitness.
En marge de la rencontre, les participants ont tous adhéré à l'opération don de sang pour aussi contribuer à sauver des vies. Tout ceci sous la supervision du Centre national de transfusion sanguine. Le tournoi Laurent Pocou, lui aussi, a été lancé cette semaine. Il aura lieu à Blocos, ici même à Cocody. Les précisions maintenant. Comme l'année dernière, le village de Blocos à Cocody va vivre des vacances au rythme du football. Pour cette occasion, la presse sportive a été conviée au lancement de la 2e édition d'un tournoi de football dénommé Tournoi Laurent Pocou en hommage à l'homme d'Asmara. Présenté par Dominique Diagou, ex-défenseur du stade d'Abidjan et son épouse, le trophée sera la convoitise de 4 équipes issues du village de Blocos. Torino FC, Arrêt FC, Katangé FC et Riki FC, le vainqueur de l'édition 2016. Laurent Pocou, que vous connaissez tous, un joueur pétri de talent. C'est pour lui rendre hommage que j'ai décidé de dédier cette 2e édition à son nom. La coupe sera dotée d'une prime de 300 000 francs pour le vainqueur et 150 000 francs pour l'équipe. Et il y aura aussi une coupe pour le meilleur buteur. Synonyme de match d'ouverture, la première demi-finale, prévue le 20 août, opposera Torino FC à Arrêt FC. Riki FC, le champion sortant, et Katangé en découdront lors de la 2e demi-finale le 27 août, avant la grande finale le 3 septembre au stade Gaumont de Blocos. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur notre chaîne.